Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc je vais essayer de faire quelques vidéos pour vous simplifier la tâche, rendre l'apprentissage un peu plus facile que sur le livre. J'ai repris donc ici ce que vous avez déjà noté sur le fonctionnement du système immunitaire humain, ses définitions, les deux parties du cours que l'on va voir. Je ne vais pas faire 40 prises, ce ne sera pas parfait. Mais voilà, on s'adapte, on fait comme on peut. Donc je vous demande de l'indulgence. Alors, on a commencé par voir ce qu'on a appelé l'immunité innée. On a vu que c'était quelque chose qui était là dès la naissance, d'où son terme, qu'il n'y avait pas d'apprentissage, c'était assez stéréotypé comme réponse. Et on a vu déjà, en fait, on a commencé par la fin. En gros, l'intrus, qui est en général qui vient de l'extérieur, mais qui peut être aussi une cellule abîmée, une cellule du corps abîmée, par exemple. Cet intrus est phagocyté. Phagocyté, donc toutes les cellules qui sont douées de phagocytose s'appellent des phagocytes. On a vu les étapes de la phagocytose, je ne vous le remets pas là, vous avez un poly là-dessus. Donc en gros, la cellule est détruite. On a vu des phagocytes en action chez un mollusque, la mole. Vous avez le lien ici pour retrouver ces images. Et on a commencé à voir un exemple de réaction innée chez l'homme, la réaction inflammatoire, ce qu'on appelle la réaction inflammatoire aiguë. Des symptômes que vous connaissez bien, voilà, le bobo, alors là c'est le bobo au bout du doigt, qui se caractérise par 4 symptômes que l'on dit donc stéréotypés, puisque ce sont toujours les mêmes, ils sont décrits depuis l'Antiquité, une rougeur, une grosseur, une douleur et une chaleur. Donc tout ça, on l'a déjà vu. On voit un autre ici, donc ça peut être aussi un petit bouton de moustique qui dégénère un peu. Alors là, c'est un document de votre livre. Dans la mesure du possible, j'ai pris des documents de votre livre, comme ça vous pourrez les revoir à tête reposée sur du papier. C'est pas mal, ça repose aussi les yeux. Alors, là on voit, je trouve qu'il est intéressant parce qu'on voit qu'une zone inflammée peut être interne. Donc vous avez une cheville qui a été foulée, donc voilà, on s'est abîmé la cheville. On voit qu'elle est un peu plus large que l'autre. Et surtout, grâce à cet appareil infrarouge, on voit que la température y est plus élevée de 2 degrés. Donc on retrouve les symptômes que l'on a décrits. Comment les expliquer? Alors, tout ça, on l'a déjà vu, donc je passe vite. On compare une peau saine avec une peau inflammée. On s'aperçoit que un vaisseau sanguin ici est dilaté par rapport à l'autre schéma. Vaisseau sanguin dilaté, ça veut dire donc qu'il y a plus de sang qui va arriver dans cette zone. Ça peut expliquer la chaleur. Et ça peut expliquer aussi la couleur, la rougeur donc de cette zone. Et aussi par ricochet, ça peut aussi expliquer la sortie de plasma, le plasma étant le liquide du sang, plasma qu'on va retrouver infiltré donc, dans le tissu, ce qui va créer l'œdème, donc la grosseur. La douleur, on n'a pas d'explication pour l'instant. Par contre, on voit que la zone est remplie de nouveaux, il y a des petits nouveaux ici, qui sont des globules blancs, qu'on peut appeler aussi leucocytes. On voit ici, enfin les petits grains, ce sont leurs noyaux, le cytoplasme est autour. Alors, d'où viennent-ils? Eh bien, ils viennent du sang. Alors, on les a identifiés sur un frottis. Vous avez dans le rabat arrière de votre livre la même chose, enfin un peu, ce qui ressemble à la fiche que je vous avais donnée en classe pour les identifier. Donc les granulocytes qui sont caractérisés par ce noyau bizarre. En fait, on dirait qu'il y en a plusieurs. Ça veut dire, enfin, c'est pour ça qu'avant on les appelait les polynucléaires. Mais on s'est aperçu ensuite qu'il n'y avait qu'un seul noyau qui est plurilobé. On voit que d'ailleurs les différentes parties sont reliées ici.
Donc on les appelle des granulocytes parce que avec différents colorants, on peut voir que leur cytoplasme est plein de petites vésicules, donc de granules. Les monocytes, qui sont un petit peu plus gros, enfin et surtout qui ont un gros noyau avec cette forme caractéristique ici. Fer à cheval, Pac-Man, enfin il y a différentes dénominations. Et puis vous avez un lymphocyte qui lui a un gros noyau central. Au passage, on voit aussi des petites structures violettes comme ça. En fait, ce sont des plaquettes qui interviennent dans la coagulation du sang. Les globules rouges, les plus nombreux, alors ils sont rouges parce qu'on a utilisé un colorant, sinon ils sont transparents hein, sur un frottis, et pas de noyau. Ils ont perdu leur noyau lors de leur fabrication, dernière étape. Je reviens là-dessus, donc on fait le bilan. Dans cette zone, on va trouver de nombreux granulocytes, des monocytes en provenance du sang. Alors, une remarque, les monocytes se différencient en macrophages, c'est-à-dire quand ils quittent le sang, ils se transforment en macrophages, donc des cellules qui vont rester dans les tissus. Voilà les différents problèmes à expliquer. En gros, comment expliquer les différents symptômes de la réaction inflammatoire, comment expliquer son déclenchement. Donc, première chose, les micro-organismes doivent être repérés. Comment? Alors, ce qui va les repérer, eh bien, ce sont des cellules sentinelles qui sont déjà présentes dans les tissus au préalable. Alors, il y en a beaucoup dans les tissus qui sont sensibles, on va dire, comme toutes les muqueuses. Et dans la peau, il y a 3 types de cellules sentinelles. Donc les seuls dont vous devez retenir le nom en première, ce sont les macrophages. Les autres, vous pouvez les voir dans les documents, mais c'est pas la peine de s'embarrasser avec ces noms. Donc elles patrouillent dans les tissus. Alors elles ont des formes curieuses. Là, il y a une coloration au microscope photonique. Coloration, on voit qu'elles ont cette forme très bizarre hein, par rapport aux cellules classiques qu'on représente. Vous voyez ici, là, ça c'est une cellule de la muqueuse avec son noyau violet, son cytoplasme, donc une forme bien arrondie, alors que ces cellules sentinelles ont cette forme-là. On les voit là ici au microscope électronique. Je trouve qu'elles sont belles ces photos. Alors elles ont été colorées après, hein, puisque au microscope électronique on ne voit qu'en noir et blanc. Là, on voit l'intérieur de la cellule avec le noyau et puis tout un tas de vésicules dont on verra le rôle tout à l'heure. D'ailleurs, on l'a déjà vu en classe. Alors, au passage, on voit que ces cellules sentinelles sont mobiles. Donc, vous avez 4 photos. Ici, si ça vous amuse, hein, vous pouvez calculer la vitesse de déplacement de la cellule puisque vous avez le temps ici. 14 minutes et avec l'échelle ici on peut calculer la distance, donc avec le temps et la distance vous pourrez calculer la vitesse de déplacement de cette cellule. Donc ce sont des cellules mobiles mais ces cellules peuvent s'immobiliser. Alors on a ici le pourcentage de cellules mobiles, de cellules sentinelles mobiles dans un derme sain. Derme c'est une partie de la peau, donc voilà, c'est notre témoin. Ici, on injecte un ver parasite. On aurait pu injecter des bactéries ou des choses comme ça. Et ici, on injecte des billes. On s'aperçoit qu'après l'injection d'un ver parasite, les cellules se sont nettement immobilisées, alors qu'après l'injection de billes, hein, quasiment... Enfin, il y a quasiment la même mobilité, hein, le même pourcentage de cellules encore mobiles. Ça veut dire qu'elles sont capables de faire la différence entre quelque chose de, en tout cas un ver parasite du vivant, et quelque chose d'inerte, hein, comme les billes. Alors, comment est-ce qu'elles font cette différence? Eh bien, on a découvert relativement récemment, d'abord chez les drosophiles et ensuite chez l'homme, donc là en 96-98, donc la présence de récepteurs. Alors, récepteur de surface, voilà une cellule immunitaire avec son noyau et on a schématisé, alors je vous rappelle que les molécules sont pas de cette taille-là, hein, l'échelle est complètement fausse, mais évidemment on l'a faite beaucoup plus grosse pour qu'on puisse la voir.
Donc cette molécule, c'est une molécule transmembranaire. Il y a une partie à l'intérieur de la cellule, une partie à l'extérieur de la cellule. Ce sont des protéines, donc des choses que vous connaissez, qui vont servir en fait à repérer les bactéries, enfin les intrus, comme on les a appelés. Alors, ces récepteurs, en fait, on les appelle des récepteurs PRR, et il en existe toute une catégorie avec des noms différents les uns des autres. Alors, on peut voir qu'elles repèrent, chaque récepteur PRR reconnaît une catégorie de molécules. Elles ont chacune un peu leur spécialité, mais c'est une spécialité large, c'est pas un tout petit bout de molécules qu'elles vont reconnaître, hein, c'est une catégorie. Ici, donc, vous avez un récepteur ici qui va reconnaître une molécule fixée sur la paroi de cette bactérie. D'autres récepteurs se chargeront de molécules situées sur la membrane de champignon, etc., etc. On voit au passage qu'il y a des récepteurs qui sont capables de reconnaître l'ARN de virus. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des récepteurs aussi à l'intérieur de la cellule, puisque les virus leur ARN est à l'intérieur. Hein, donc l'ARN d'un virus ne peut se retrouver que dans la cellule, si le virus y a pénétré. Bilan, donc, on a dans le système, dans les tissus, avant une infection, des cellules sentinelles qui patrouillent. Ce sont des macrophages. Elles ont des récepteurs capables de repérer les molécules présentes à la surface des micro-organismes.